Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Salut Christian Page! Salut Bernard! Je suis assez content d'arriver juste après le festival de la vulve ou le festivulve. Écoute, oui. J'étais très surpris de savoir que tu n'avais pas chez toi une reproduction de ton phallus grandeur nature. Mais écoute, j'ai des auditeurs qui me textent. Oui. Ils me disent, penses-tu que ça serait beau dans mon sapin de Noël? oh, que ça serait, hein? Moi, c'est pas que j'avais pensé le mettre dans mon sapin de Noël, j'en ai fait mon sapin de Noël. Oh là 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 là! Oh boy! Là, ça prendrait un jeu de cymbales. Bon. Ouais, là-dessus, on voit que l'arrêt était moins rapide. Oui, mais je pense qu'il est un peu abasourdi, lui aussi. Il est un peu déstabilisé. Oui, on est tous un peu déstabilisés. Alors, écoute, d'abord, content de te revoir, mon cher. Parlons allons-y avec la carcasse de monstre. Oh. Hein, c'est une vidéo qui circule présentement. Oui, ça circule depuis quelques jours sur Internet ou dans Internet. Ça circule à vitesse grand V. Tout le monde regarde cette vidéo-là. On est rendu à plusieurs centaines de milliers de vues. Et cette vidéo circule donc depuis quelques jours et on y voit une espèce de créature sur une plage qui ressemble étrangement à l'image que l'on se fait du monstre du Loch Ness. Donc, tu vois un animal à grands coups avec des nageoires qui ressemblent un peu à des nageoires de dauphin. Donc, ces images ont été tourné par un touriste, Jeff Warren, qui faisait du bateau. Il a vu de son bateau cette carcasse sur la plage. Il a accosté avec son fils. Ils se sont dirigés vers la créature et ils l'ont filmé. Ça, c'est l'histoire qui circule et qui accompagne la vidéo. Là, on a la problématique avec ça, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui est advenu de la carcasse. Parce que, bon, cette histoire-là a même fait une couverture dans le bulletin de nouvelles nationales. On a présenté ces images et là, tout le monde spécule sur la nature de l'animal. Et bien sûr, tout ça a intéressé des biologistes marins qui, eux, ont quand même mis un frein là-dessus en disant « Attention, sans la carcasse, on ne peut pas réellement déterminer de quelle nature est cette créature. » Ben là, et il rappelle, bien sûr, que un animal, par exemple, comme certains requins, lorsqu'ils sont en état de décomposition avancée, peuvent en effet ressembler à une espèce de créature à long cou avec des nageoires. Mais moi, je m'arrête davantage sur où se trouve la carcasse. Parce que là, évidemment, tu comprendras que le Georgia Department of National Resources ont mis en service une ligne parce qu'on essaie de retrouver la créature, on ne la trouve pas. On essaie de rejoindre l'homme qui a filmé les images, on n'arrive pas non plus à le rejoindre. Bizarrement. Mm-hmm. Et là, voilà que le département, comme je l'ai dit, des ressources naturelles de la Géorgie ont mis en service une ligne invitant les gens qui auraient de l'information sur les allées et venues de la carcasse de téléphoner pour qu'on puisse remonter à la source. Elle est au département des plastiques, je crois. Voilà, et là, du caoutchouc, voilà, peut-être. Tu n'es pas probablement que tu n'es pas très loin de la vérité parce que, curieusement, je te ferai remarquer que cette créature a été trouvée sur l'île Wolf. Il faut savoir que dans cette région-là de la Géorgie, il y a tout un chapelet d'îles qui sont placées sur la côte est. Et l'une des îles s'appelle l'île Wolf et c'est là qu'on a trouvé la carcasse. Et tout près de là, il y a une ville qui s'appelle la ville de Darien. Or, la première chose que voient les touristes lorsqu'ils arrivent à Darien, c'est cet immense panneau le long de la route qui leur dit qu'ils sont au pays de Altamaha. Altamaha, c'est une espèce de créature locale, une créature lacustre que l'on dit vivre dans les lagunes qui entourent ce chapelet d'îlots au large de la Géorgie. Et on leur rappelle même qu'ils peuvent voir une créature, une reproduction de la créature grandeur nature dans un petit bureau d'information touristique qui est à la fois un musée local. Écoute. Alors, donc, on attire les gens leur disant, vous êtes au pays de cette mystérieuse créature, l'Altamaha. Vous pouvez voir une reproduction de la créature dans notre bureau touristique qui est à la fois un peu un musée. Et là, bien sûr, juste au début de ce qui s'annonce, bien sûr, la période des festivités, la période estivale, ben évidemment, on trouve par hasard une carcasse d'une créature tout à fait semblable sur une plage. C'est tout à fait par hasard. Écoute, je trouve que ça ressemble à une campagne une campagne publicitaire pour attirer du tourisme pour pas cher.
Et tu vois, lorsque tu n'es pas dans l'erreur, parce que dès que j'ai vu ces images, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette campagne de publicité organisée il y a deux ou 3 ans maintenant par la ville de Poinégamook. Tu connais la ville de Poinégamook? Au Québec? Oui, au Québec, tout près de Rivière-du-Loup. Ça à 20, là, voilà. Oui. Et dans cette à Poinégamook qu'on avait organisé il y a quelques années, la ville, l'administration municipale avait payé une firme pour créer un film où on voyait un monstre à la surface du lac. Parce que bien sûr, à Poinégamook, il y a cette légende d'une créature lacustre qui vivrait dans le lac Poinégamook. Alors on avait la municipalité avait orchestré une campagne publicitaire. Elle avait chargé des spécialistes en effets spéciaux de faire un film où on voyait cette créature à la surface du lac et ces images avaient été diffusées dans Internet et crois-moi, je ne sais pas si ça a marché. C'est ça. Je ne pourrais pas te dire si cette année-là, la ville de Poinégamook a reçu plus de touristes qu'à l'habitude, mais je peux t'assurer que ce film avait fait énormément jaser. Moi-même, j'avais été sur plein de tribunes télévisées, radiophoniques pour commenter ces images qui s'étaient révélées n'être qu'une campagne de publicité organisée par la ville de Poinégamook. Et là, tu sais bien qu'on va donner des idées. Il y a une gang de propriétaires de patateries qui vont se mettre à la gang, qui vont se cotiser chacun 100$. Ils vont s'acheter un monstre. Un monsieur patate. Ils vont un gros monsieur patate. Un monsieur patate qui vont faire flotter à la surface, qui vont essayer de faire passer pour un monstre. Puis ils vont mettre ça sur, puis ils vont vendre de la poutine tout l'été. C'est sûr que on n'est jamais à court d'une bonne idée de publicité. Et je pense que la ville de Darien, en Georgie, ont trouvé la leur cette année. Et syncope. Bon, écoute, là, il y a un sujet plus sérieux dont on veut parler, c'est le MH370, le fameux vol là, qui est de la Malaysia Airlines. Mais sais-tu quoi? Oui. On va s'arrêter puis on va en parler tout de suite au retour. Excellent. Parce que il y a des recherches quand même. Hein? On cherche toujours qu'est-ce qui est arrivé avec ce vol-là. Puis les familles qui cherchent toujours. Le plus grand mystère de l'aviation civile. On en parle au retour. Qui vous touche et qui vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco. Donc, de retour avec Christian Page pour notre chronique insolite, mythes et complots. Parle-nous donc de ces faux espoirs, malheureusement, mon cher Christian, dans le cas de l'écrasement du vol de la Malaysia Airlines. Là. Voilà, je sais qu'il y a quelques semaines, tu avais fait une entrevue où des gens parlaient justement du vol du MH370. On avait évoqué l'hypothèse que peut-être les terroristes auraient voulu écraser l'avion sur l'île de Diego Garcia, où se trouve une base de la CIA. Voilà. En fait, c'est une base militaire aussi. Une base militaire, et c'est également le siège où se trouve l'opération Échelon. On se rappelle, on en avait beaucoup parlé avec Edward Snowden de cette histoire de surveillance électronique des appels téléphoniques par la CIA. C'est ce qu'on appelle le programme Échelon, et c'est là, sur l'île de Diego Garcia, que se trouvent les assises de ce programme-là. Donc, c'est vrai que l'histoire du MH370 rebondit régulièrement dans l'actualité, avec toutes sortes d'hypothèses, certaines vraisemblables, d'autres moins. Et ce qui est malheureux, parce qu'en même temps, ça nous rappelle qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on retrouve sur Internet. Les médias sociaux, hélas, donnent souvent la parole à des gens qui auraient tout intérêt à se taire. Et c'est malheureusement le cas de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que depuis quelques jours, il y a une histoire, un type qui s'appelle Peter McMahon, qui a publié un truc qui a été repris ensuite sur les médias, disant que lui avait la certitude que l'appareil, le fameux MH370, on le rappelle, qui est disparu en mars 2014. C'est un Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Il y avait 239 passagers à bord de l'appareil et on est depuis sans nouvelles. On sait que l'appareil, les transpondeurs ont été éteints quelques minutes après le départ de l'aéroport de Kuala Lumpur. L'appareil a fait demi-tour et il s'est perdu quelque part là au-dessus de l'océan Pacifique, là, ou quelque chose comme ça. On ne sait pas trop, au large de l'Australie ou au large de l'Afrique. On sait que les seuls débris retrouvés ont été retrouvés sur la côte est africaine. Mais on parle ici d'aileron de l'avion, c'est tout ce que l'on a trouvé. Donc, on continue les recherches. Au moment où on se parle, il y a une équipe qui se trouve sur place à essayer de retrouver des débris de l'appareil. Et là, j'en reviens à mon histoire de M. Peter McMahon, qui en début de semaine a publié une information disant, lui, il se prétend un spécialiste des accidents d'avion, c'est un amateur, et il dit avoir localisé sur des images de Google Earth
qui date de 2009, alors que l'appareil a disparu en 2014. Donc, sur des images de 2009 de Google Earth et à partir d'informations qui étaient transmises, il est persuadé que l'appareil se serait écrasé au large de l'île Maurice. L'île Maurice qui est sur la côte est de l'Afrique, au-delà un peu de l'île de Madagascar. Et là, donc, il lance cette information-là. On sait qu'il a essayé de compter. Il a voulu transmettre cette information-là aux autorités malaisiennes qui ne l'ont pas pris au sérieux. Alors, il s'est tourné vers les médias sociaux. Et là, bien sûr, cette information-là circule sur à peu près toutes les plateformes Internet. La grande problématique, il faut pas se le cacher, les autorités malaisiennes ont déclaré que tout ça était de la foutaise. Ils ont même qualifié les déclarations de M. McMahon de fallacieuses parce que, bien sûr, elles donnent de faux espoirs aux familles en disant, voilà, on a retrouvé des débris. Alors que, dans les faits, on n'a absolument rien retrouvé. Pour l'instant, tu l'as mentionné, les recherches se poursuivent. Ouais. On est en train de patrouiller un secteur au large de l'Australie. La compagnie qui est en charge des opérations, c'est la compagnie Ocean Infinity. C'est une compagnie américaine et les autorités malaisiennes se sont engagées à verser 70 millions de dollars à la compagnie en question à condition et uniquement à condition qu'ils retrouvent l'appareil, le point d'impact où l'accident se serait produit. Mais cette histoire-là, il faut l'histoire qu'on aurait retrouvé des débris, tout ça, même si ça donne malheureusement de l'espoir aux familles, c'est faux. C'est absolument faux. OK, parlons de la momie maintenant. La momie du désert d'Atacama. Oui, d'Atacama, c'est intéressant parce que ça fait déjà 15 ans de ça et ça rebondit en fait. Et je pense que c'était utile qu'on rebondisse là-dessus. C'est-à-dire que cette histoire-là, on a trouvé, je te rappelle les faits historiques. En 2003, dans le désert d'Atacama qui se trouve au Chili, un endroit excessivement sec, il y avait autrefois des mines de cuivre dans cette région-là. Un prospecteur a trouvé une petite pochette en cuir et à l'intérieur de cette pochette, une espèce de corps momifié qui faisait à peine 15 cm de haut. La tête était complètement déformée, de larges orbites oculaires. Il y avait seulement 10 paires de côtes au lieu de 12, comme on trouve chez les humains. Et évidemment, tout ça était très étrange. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de la momie. La momie est bel et bien quelque chose qui était autrefois vivant. Mais à cause de ces déformations excessivement marquées, des gens ont voulu penser qu'il s'agissait d'extraterrestres ou quelque chose du genre. Il y a même un documentaire qui circule sur Internet qui s'appelle Sirius, où on présente cette momie comme étant une momie extraterrestre. Alors voilà qu'il y a quelques jours, le très sérieux journal du Research Genome ont publié un long article réalisé par plusieurs scientifiques des scientifiques appartenant à divers départements de recherche liés au génome et ils arrivent à la conclusion que il faut mettre la pédale douce. Cette créature n'est rien de plus qu'un être humain. Il s'agit d'une petite fille qui est probablement morte à la naissance ou peut-être même morte avant d'être née, donc peut-être même un fœtus. La momie n'est pas très ancienne, elle date d'à peu près une quarantaine d'années. Elle a été visiblement abandonnée dans le désert d'Atacama par la mère qui a probablement vécu une fausse couche. Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années seulement. OK. On ne parle pas d'une momie de plusieurs centaines d'années. Okay. Et il ne fait aucun doute que cette petite momie est une momie humaine. Mais, crois-le ou non, uniquement dans l'étude de son génome, on a trouvé plus de 3 millions d'anomalies. 3 millions d'anomalies, donc qui montrent que l'énorme déformité qu'aurait eu cet enfant s'il serait né et si le fœtus aurait été viable. Donc, évidemment, toutes ces déformations s'expliquent. Certaines de ces déformations, certaines de ces anomalies ont été rencontrées pour la première fois. Donc, les scientifiques sont quand même très enthousiastes avec cette recherche parce que cette petite momie présente des caractéristiques qu'on n'a jamais vues auparavant. Donc, on ignore comment ces déformations, comment ces mutations du génome ont pu se produire. Mais ici, on le répète, il s'agit malheureusement pour les tenants de l'hypothèse extraterrestre, secoupistes et compagnie, il s'agit malheureusement d'une momie humaine qui, comme je l'ai mentionné, a à peu près 40 ans et qui a énormément de déformités. Et la plupart de ces déformités sont liées notamment à des mutations que l'on retrouve dans des gens qui souffrent de nanisme. Donc, ce sont comme des déformations, mais à l'extrême, des déformations superlatives liées au nanisme qui expliquent en fait pourquoi cette petite momie ressemble effectivement à première vue à l'image que l'on se fait d'un extraterrestre.
Il nous reste une minute. Oui. Pour parler des 15 nouvelles planètes, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, écoute, on en revient souvent, on a l'impression que c'est l'actualité qui se répète, mais voilà que d'un scientifique du département des sciences de la Terre de l'Institut de technologie de Tokyo, et là je m'excuse si la prononciation est pas très bonne, le docteur Toriyuki Hirano a publié un article dans l'Astronomical Journal révélant qu'avec des recherches menées par le télescope d'Hawaï et le télescope spatial Kepler, ils avaient été en mesure d'identifier 15 nouvelles planètes qui tourne autour de l'étoile avec un nom très, très sexy de K2-155. Il s'agit d'une étoile, une naine rouge située à 200 années-lumière de la Terre. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette découverte, Bernard, c'est que non seulement on a trouvé ces 15 nouvelles planètes confirmées maintenant, mais parmi ces 15 planètes, il y aurait 3 super-terres. Donc des planètes un peu plus grosses que la Terre, mais qui gravitent autour de leur étoile dans une zone favorable à avoir de l'eau à l'état liquide. Et qui dit eau à l'état liquide dit peut-être des formes de vie biologique. Oh là là, que d'espoir. Christian Page, merci. Ça me fait plaisir, Bernard. Bon à la week-end. semaine prochaine, absolument, et bon